donc maintenant, on revient à cette dame. Et oh là là, là, je vois plein de médicaments. Elle a plein de médicaments. Et chaque fois, je me gratte la tête. Qu'est-ce que je vais faire avec ces médicaments? C'est une chirurgie du côlon. Et je vois plein de médicaments qui sont classiques, hein, les IEC, les anticoagulants. Là, dapagliflozine, bah, c'est la première fois que j'ai un malade qui vient avec dapagliflozine. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Donc, devinez ce que je vais faire. Bah, je vais appeler un ami. Et donc, je vais appeler François. Et François, help, help. Bon, j'ai de la chance, il a 5 minutes. Je dis, François, je t'en supplie, viens m'aider. Viens avec moi en consultation et aide-moi à m'en sortir aussi bien sur le pré-op, parce qu'il faut que Alice ne se retrouve pas en difficulté le jour d'intervention. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour nous aider tous, moi, Alice et d'autres, et puis surtout parce que la malade est là et que son mari est là et qu'il faut falloir lui expliquer, bah, les médicaments en post-opératoire, comment on va gérer tout ça, mais aussi la malade a une demande très forte, c'est est-ce qu'on peut lui expliquer les médicaments qu'elle a, parce qu'en fait elle les prend, mais en fait elle n'a pas compris à quoi ça sert. Merci beaucoup Alexandre. Donc on va commencer, tu nous as parlé de la dapagliflozine, et effectivement c'est un médicament relativement récent, et notamment en France, qui est de la classe des SGLT2 inhibiteurs, donc qui est un cotransporteur au niveau rénal. Et donc ce médicament va inhiber ce cotransporteur et qui va faire qu'on va uriner du sodium et du glucose. C'était initialement un traitement utilisé dans le diabète, et en fait, au fil du temps, on s'est rendu compte que ça avait des effets également bénéfiques chez les patients non diabétiques, et ça a quand même révolutionné pas mal de pathologies, puisque c'est efficace en termes de morbimortalité dans l'insuffisance cardiaque, que la FEVG soit conservée ou réduite, dans la maladie rénale chronique, et dans le diabète, et dans toutes ces pathologies, que les patients soient diabétiques ou non. C'est un médicament qui a un intervalle thérapeutique très, très bon, qui a assez peu d'effets indésirables, et donc on va être amené à le rencontrer vraiment de plus en plus aujourd'hui, puisqu'on a vu les 3 grandes indications. C'est beaucoup de nos patients, typiquement cette patiente a probablement une indication à avoir ce médicament. Il y a une chose qui est importante à savoir, donc du coup côté anesthésiste pour ce médicament, c'est un effet indésirable qui est très rare, mais qui est très grave et qui n'est pas forcément évident à diagnostiquer. C'est l'acidocétose euglycémique, et qui survient essentiellement chez le patient diabétique quand il le reçoit, puisque ça fait uriner du glucose chez les patients qui vont avoir potentiellement une carence en insuline. Ils ne vont plus être capables d'utiliser la voie du glucose pour faire de l'énergie, donc ils vont utiliser la voie des lipides comme c'est le cas dans une décompensation acidocétosique, et donc ils vont faire une acidocétose, mais quand on va doser la glycémie de ces patients, puisqu'ils éliminent leur glucose via les urines, et ben elle sera normale, et donc si on ne dose pas l'acétose chez ces patients-là, on peut se faire avoir. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Donc Alice, elle est naturelle, pas inquiète du tout, hein, c'est une grande professionnelle. Donc pas raison de s'inquiéter, avoir juste ça un peu dans la tête, éventuellement pour les heures qui suivent, quoi. Donc surtout, pour éviter ça, la recommandation aujourd'hui, c'est d'arrêter ces traitements 3 jours avant toute intervention, enfin toute mise à jeun, et donc toute mise à risque d'acidocétose glycémique. On revient dans la logique, c'est un médicament qui a un effet au long cours. Donc l'arrêter pendant 3 jours, ça ne joue pas sur le pronostic. En revanche, ça nous laisse de la marge, on y reviendra encore, pour bien prendre en charge cette patiente. Et en tout cas, y penser chez un patient, là on est dans le cadre d'une intervention programmée, mais dans un patient qui serait sous ce traitement-là et qui arrive pour une chirurgie en urgence, et donc qui serait toujours sous ce traitement-là, il faut effectivement y penser en post-opératoire. Si on a des arguments pour un tableau d'acidose qu'on n'explique pas, penser à doser l'acétose, même si la glycémie est normale. Bah, écoute, c'est une très bonne astuce. Alors, Ramipril à Pixaban, là, comment on va gérer ça? Donc un mot sur les anticoagulants, la Pixaban. Donc c'est les nouveaux anticoagulants qui commencent à ne plus être si nouveaux que ça maintenant, mais on continue à les appeler les nouveaux anticoagulants. Ce traitement, il va falloir l'arrêter 3 jours avant la chirurgie. Le temps d'élimination, ça a des demi-vies relativement longues, et donc pour limiter le risque hémorragique péropératoire. Le risque là, sur cette FA, et donc l'écho de Théo va quand même nous aider beaucoup sur le risque emboligène de cette patiente, parce que justement la taille de l'oreillette va peut-être nous
nous intéresser beaucoup, puisqu'on va arrêter son traitement anticoagulant. Et le risque sera probablement pas le même si elle a une énorme oreillette dilatée avec du contraste spontané. Enfin, Théo peut peut-être nous dire des mots là-dessus. Théo, tu nous donneras un peu d'infos sur l'auricule et l'oreillette, ou tu vas nous faire des petites cachotteries? Non, tu as tout à fait raison, François. On sait que plus l'oreillette est dilatée, plus ça traduit effectivement dans un... Cette dame, elle est en FA, ça c'est important, parce qu'on a de la FA paroxystique, on évalue un patient en rythme sinusal. Là déjà, elle est en FA, et si elle a une oreillette qui est grosse, le fait de devoir faire une fenêtre thérapeutique et d'arrêter les anticoagulants, ça représente un risque. On est toujours sur la balance bénéfice-risque dans ces situations. Là encore, parce que ça bouge dans l'évaluation et en imagerie cardiaque sur le sujet. Ce qu'on fait de plus en plus, c'est aussi du strain de l'oreillette. J'en dis juste un mot. On a tous entendu parler du CHA2-VASc, donc cette évaluation du risque embolique du patient en FA. Et il y a beaucoup de discussions sur le CHA2-VASc 1. J'ai un point. Et on sait qu'en fait, c'est une zone grise où il y a des patients qui bénéficient vraiment de l'anticoagulation et d'autres moins. Et donc, il y a une publication très récente et une task force qui se positionne là-dessus. J'en dis juste un mot, c'est qu'en faisant le strain, donc l'étude de comment se déforme l'oreillette, on stratifie ces patients-là. Et donc, on avance aussi sur l'imagerie pour vous guider et se dire, attention, ce patient, il est quand même à vrai risque embolique et donc ça va être plus dur à gérer. Il faut qu'on communique là-dessus, c'est évident. C'est intéressant ce que tu dis, Théo, parce que petit à petit, on va arriver, et Alice, je pense, sera très contente quand on aura tous ces éléments, vers une prise en charge personnalisée, en fait. On voit bien que le NT pro BNP, le BNP, l'écho, tous les éléments que tu vas avoir, éventuellement, tu disais l'IRM pour trouver une maladie de fond qui sauverait la malade même au-delà de l'intervention. Donc on voit bien qu'on est vraiment petit à petit sur une prise en charge personnalisée. Alors François. En tout cas, si on revient 2 mots toujours sur la Pixaban, donc effectivement là chez cette patiente, il va falloir l'arrêter. Il n'y a pas d'indication à faire un relais par des anticoagulants par voie sous-cutanée type HBPM jusqu'au moment de l'intervention parce qu'elle n'a pas embolisé, mais quand même à intégrer probablement dans le risque emboligène les données de l'échographie, notamment pour la reprise post-opératoire des anticoagulants, où là, normalement, en théorie, il n'y a pas non plus d'indication à faire un relais, mais peut-être que chez cette patiente-là, si on a une grosse oreillette avec un risque accru emboligène, on reprendra un peu plus tôt l'anticoagulation avec des HBPM avant de pouvoir reprendre par la voie entérale la Pixaban. Maintenant, si on parle de l'IEC, donc l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, le ramipril, c'est toujours sujet à débat et j'espère qu'on aura bientôt la réponse à cette question. Faut-il arrêter les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone en préopératoire, et notamment préopératoire d'une chirurgie abdominale majeure? La réponse, on l'a pas encore. Il y a des données dans la littérature qui montrent que ça s'associe à plus d'hypotension péropératoire. C'est pas tellement surprenant puisqu'on bloque un des principaux systèmes qui régule la pression artérielle avec le système sympathique et la vasopressine. C'est les 3 grands systèmes. Là, on en bloque un. L'anesthésie va bloquer le système sympathique, donc c'est pas étonnant qu'on observe plus d'hypotension. Mais sur des outcomes plus durs comme la mortalité ou des événements cardiovasculaires, c'est pas dans des grandes méta-analyses, c'est pas associé à ce type d'événement. On va avoir une réponse là avec l'étude, le PHRC Stop or Not, qui se termine là dans les semaines qui viennent. Et donc, je pense qu'on aura des résultats d'ici la fin de l'année, où les patients étaient randomisés, arrêt ou poursuite des IEC ou des ARA2 en préopératoire d'une chirurgie majeure. Et on aura, j'espère, une réponse claire à cette question. Donc aujourd'hui, en France, c'est recommandé de l'arrêter. 48 heures avant, donc il faut plutôt l'arrêter. C'est une patiente là qui a une pression artérielle qui n'est pas normale, mais qui n'est pas complètement décompensée, donc il n'y a peut-être pas trop de risque là ici à arrêter les IEC 48 heures avant. La question se poserait quand même si elle arrivait avec d'autres chiffres tensionnels à la consultation, si elle arrivait alors même qu'elle prend son IEC à 180-190 de pression artérielle systolique. On se poserait la question et peut-être dans ce cas-là le poursuivre, mais en concertation avec notre collègue anesthésiste, parce qu'elle aura probablement besoin de recourir rapidement à de la noradrénaline, par exemple, en péropératoire, parce que la patiente va être à risque, avec le blocage du système rénine-angiotensin-aldostérone, de développer une hypotension après la sympatholyse. Merci François. Moi j'ai une question, parce que de la même façon que Théo va me l'optimiser, cette patiente, sur le plan de la volémie, est-ce qu'il y a d'autres médicaments, d'autres choses à faire d'un point de vue médical pour qu'elle arrive le mieux possible à la chirurgie? Voilà. En tout cas, sur le niveau pression artérielle, là, c'est des chiffres qui
qui ne sont pas normaux, mais pour une maladie chronique, mais qui ne posent pas de problème là, de manière aiguë. À 145-85 de pression artérielle, elle est très bien pour la chirurgie dont elle a besoin. Donc là, je n'introduirai pas de nouvel antihypertenseur. Par contre, son chiffre de pression artérielle n'est pas optimal pour une maladie chronique, et donc il va falloir profiter, et c'est là qu'on aura besoin de Théo aussi, il va falloir profiter de cette consultation d'anesthésie pour la réadresser au cardiologue pour que derrière, il puisse lui optimiser son traitement de fond en post-opératoire. Oui, non, absolument. Je pense que, encore une fois, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je pense que c'est aussi une opportunité pour la patiente de refaire le point, finalement, aussi sur le plan cardiologique. Je pense qu'il ne faut vraiment pas se limiter juste à l'intervention et à voir ce qu'il y a derrière. Et puis, moi aussi, en la revoyant, de refaire le point. Pourquoi vous n'avez pas revu votre cardiologue depuis 3 ans ? Ah, il est parti à la retraite, puis je l'aimais bien, et puis, il y en a peut-être un autre. Ça peut valoir le coup, quand même. Et je pense qu'on rend franchement service aussi à nos patients. Et je pense que c'est aussi le rôle de l'anesthésiste, du cardiologue, de toute l'équipe, que de raccrocher. On est aussi des médecins, je pense, de santé publique, c'est important. Alors, effectivement, j'entends déjà nos spectateurs qui vont nous dire « Oh là là, mais vous vous rendez pas compte, ma consultation, moi je vois un malade tous les quarts d'heure et c'est vrai qu'on est sous pression. » Néanmoins, c'est pour ça que j'appelle mes amis est une bonne solution. C'est de vous contacter, d'avoir des circuits qui sont huilés et de pouvoir que vous puissiez nous aider. Donc je reviens sur Stop or Not, donc cette étude Cocorico, hein, c'est une étude française. J'ai entendu hier, je crois qu'il reste 8 malades à inclure et qui va, quel que soit le résultat, va jouer dans la cour des grands. Ça sera publié dans les plus grands journaux parce que c'est une question que le monde entier se pose. Et d'ailleurs, François a bien expliqué pourquoi on se pose des questions chez cette dame. Est-ce qu'on arrête ? Est-ce qu'on n'arrête pas ? Tu arrêtes lundi, quand elle va aller à ton écho, elle va être à 160. Mardi, Alice va la trouver parce qu'en plus il y a le stress qu'on connaît très bien. Donc effectivement, c'est des questions qui sont très très importantes. Donc François, nous on a entendu que tu rajouterais pas de médicaments, que tu enlèverais en tout cas transitoirement ce qu'il faut enlever. Alice va arriver mardi pour endormir le malade, mais la malade elle-même, tu as eu la gentillesse de venir avec moi, elle te regarde et elle dit « Mais docteur, après la chirurgie, ces médicaments, je sais que c'est pas optimal, que j'ai pas vu le cardiologue, mais je sais qu'ils sont utiles pour moi. Comment ça va se passer ces médicaments ? Est-ce que c'est moi-même, je dois les reprendre ? Est-ce que je les reprends pas ? Comment on fait après l'intervention ? Oui, il va évidemment falloir les reprendre dès que la voie entérale va être disponible chez cette patiente. C'est des médicaments qui sont pour elle fondamentaux. Son inhibiteur de l'enzyme de conversion, c'est le traitement de l'hypertension, mais c'est le traitement néphroprotecteur chez une patiente qui a de multiples facteurs de risque d'évoluer vers la maladie rénale chronique. Elle a le diabète, elle a l'hypertension artérielle, elle commence à avoir l'âge également, et donc elle a beaucoup de facteurs de risque de développer une maladie rénale chronique. La créatinine est limite, donc et à la limite de la normale. On n'a pas fait le GFR, mais la filtration glomérulaire est peut-être déjà altérée. En effet, il va falloir effectivement utiliser les formules pour avoir un bon reflet du débit de filtration glomérulaire chez cette patiente. Je pose la question à Catel. Créatinine, filtration glomérulaire. Donc on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, vous nous renvoyez des résultats dans les hôpitaux avec déjà la filtration glomérulaire qui est calculée. Comment vous mettez ça en place ? Est-ce que c'est des algorithmes ? Parce qu'il y a certains hôpitaux qui choisissent une formule plutôt qu'une autre. Et est-ce que tu es d'accord pour dire que vraiment il faut plus regarder la filtration glomérulaire que la créatinine ? Alors c'est vrai que la créatinine, il y a plus de facteurs de variation et on va de plus en plus vers ces formules calculées. Alors le choix des formules, je pense que là aussi, je pense que c'est un suivi du patient et c'est voir son évolution au fur et à mesure du temps. Il y a des petites variations en fonction des modes de calcul, mais je pense que sur des patients d'un certain âge, au même titre que pour le peptide, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. C'est-à-dire que le patient est plus sa propre référence que des valeurs de référence qui ont été faites dans des populations qui finalement ne sont pas identiques en termes d'origine, de co-traitement. On n'arrive pas à faire des vraies valeurs de référence. Alors que quand on a un patient et qu'on le suit,
avec on sait que la créatinine, il y a plusieurs modes de dosage aussi. On sait qu'il y a d'autres facteurs qui vont pouvoir jouer, sa masse musculaire, des choses. Donc c'est vrai que ce débit de filtration, je pense que c'est vraiment Il est ce pas vers inutile. quoi il faut Parce aller. qu'il y a beaucoup d'anesthésistes qui peuvent nous dire oui, mais est-ce que je vais calculer UV sur P? Est-ce que c'est fiable? Oui, c'est fiable. En tout Oui. cas, ça donne un bon point de départ, comme tu dis, pour surveiller le patient. Je pense aussi que c'est des nouvelles habitudes à avoir et pas forcément se dire j'ai un chiffre, je vais l'interpréter de manière isolée, mais je vais suivre ce patient avec ce mode de calcul qui sera un indicateur sur la durée et en termes de pronostic. Je pense que c'est plus comme ça. Donc François, tu vas dire à la patiente qu'elle a un risque rénal ou on va attendre de voir un peu ce qui s'est passé au bloc opératoire? Comment tu vas gérer ça? Là, en préopératoire, c'est peut-être pas la peine de l'inquiéter. Ouais, parce qu'elle est plus déjà- que ça, elle est déjà inquiète, là. Elle se fait opérer d'un cancer. Et déjà, on lui dit qu'il faut aller voir le cardiologue, etc. La Donc, pauvre. je vais peut-être pas me lancer dans Bon. son éducation thérapeutique et la stresser tout de suite Ok. avec Et donc ça. pour le mais post-op, alors qu'est-ce que tu vas lui dire pour les médicaments? qu'il va falloir qu'elle reprenne ça et puis surtout qu'elle aille revoir rapidement son cardiologue pour optimiser les traitements et peut-être son diabétologue aussi. On va pas tout développer ici, mais la dapagliflozine ne vient pas tout de suite normalement en première ligne. Elle doit avoir d'autres choses avant. Mais en tout cas, il y a probablement des traitements de fond à optimiser là. Et comme le disait Théo tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment utiliser cette voie d'entrée qui est la consultation d'anesthésie pour beaucoup de patients qui sont sortis du système de soins ou qui n'y sont jamais rentrés. Elle y est déjà rentrée un peu, mais pour les réaiguiller et les remettre sur les rails, notamment pour leurs maladies chroniques. C'est vraiment fondamental de faire ça. Bon, en tout cas, je pense que tous nos spectateurs et auditeurs